Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les femmes du 12e arrondissement de Cotonou ont décidé d'œuvrer pour leur développement personnel. À cet effet, un creuset échange soutenu par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio a officiellement vu le jour. Ce dimanche, l'œuf fait partie d'un régime alimentaire équilibré et contient beaucoup de vitamines. Comment le consommer? Nous en parlerons dans cette édition. Et puis, hors du Bénin, au Chili, le oui à une nouvelle constitution l'emporte largement un an après un soulèvement populaire massif contre les inégalités sociales. Merci pour l'attention. Sortie officielle ce dimanche de l'Amicale des femmes du 12e arrondissement à Cotonou. Elle a été consacrée par une messe d'action de grâce, un événement parrainé par la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi Prudencio. Reportage. L'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, aux côtés de l'Amicale des femmes du 12e arrondissement de Cotonou. Battantes au quotidien pour s'affirmer et s'assumer dans la société, ces femmes ont décidé d'unir leurs forces au sein de ce creuset, au fin d'œuvrer pour leur mieux-être, épanouissement et autonomisation. Oui, là où se réunissent les femmes, l'UDBN est là. Il y a l'association des amicales des femmes de la 12e qui ont bien voulu se réunir aujourd'hui pour une première édition, se retrouver en convivialité, se reconnaître pour mieux ressauter sur des objectifs qu'elles se sont fixés. Et quand on dit femme, aussitôt Claudine Prudencio saute. Et nous derrière, pour venir la soutenir. Des objectifs qui cadrent bien avec ceux pour lesquels l'honorable Claudine Afiavi Prudencio, présidente du parti UDBN, s'échine au quotidien au plan socio-politique pour alléger les peines des femmes béninoises. Sa représentante au cours de cette cérémonie a su faire passer son message de soutien. C'est pas moi, Madame Dokonoren, qui le dit, c'est Madame Claudine qui le dit. Nous aurons l'occasion davantage de travailler ensemble et de faire de bonnes et belles initiatives avec l'association Non-Vilain. Madame Claudine Afiavi Prudencio vous suggère de ne déliser sur aucun problème, aucun moyen pour démontrer les talents que vous portez et qu'elle est prête à s'engager et à être à vos côtés. Un message bien reçu par les femmes du 12e arrondissement qui ont également formulé des doléances à l'endroit de leur marraine. Nous voulons beaucoup remercier Madame Claudine Afiavi Prudencio pour toute sa générosité, parce que c'est une très grande générosité de sa part. Et à l'avenir, nous lui demandons humblement de pouvoir continuer sur cette lancée, afin que nous puissions développer beaucoup plus cette association, car pour le moment, nous ne sommes qu'à la première étape. Du coup, nous comptons beaucoup sur son aide afin de pouvoir évoluer à l'avenir. Dans le cadre de cette sortie officielle, les femmes du 12e arrondissement ont également demandé une messe à l'église Saint-Louis de Gbédégbé, messe d'action de grâce pour la prospérité, l'amour et l'union au sein de leur creuset. Les jeunes militants de l'Union progressiste du 16e arrondissement de Cotonou ont organisé ce samedi la cérémonie de restitution de 2 jours de réflexion sur le rôle et la place de la jeunesse au sein du parti. Le compte rendu est signé Laurette Kokangbe et Romaric Devoshi. Les jeunes militants de l'Union progressiste du 16e arrondissement de Cotonou sont en pleine séance de restitution. Pendant 2 jours, ils ont réfléchi sur le rôle et la place de la jeunesse au sein de leur parti. À l'issue des concertations, 2 grands axes ont été dégagés. Cette thématique tourne essentiellement autour de 2 principaux axes ci-après. Premier axe, rôle, obligation et conditions de la jeunesse militante UP. Deuxième axe, mobilisation et engagement de la jeunesse UP autour des présidentielles de 2021. Cette réflexion s'est tenue dans un contexte de jeunesse responsable et partisan. Et dans ce cadre, il a été nécessaire à un moment donné de continuer à vouloir remobiliser la jeunesse
et soutenir les efforts qui sont en cours pour, surtout à l'avènement des prochaines élections. Il était important de continuer de veiller à rassembler la jeunesse et de continuer à galvaniser les énergies pour s'assurer que nous puissions continuer les œuvres qui sont engagées. Ce fut l'occasion pour ces jeunes de faire des recommandations aux responsables de leur parti. Nous recommandons donc de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le modèle de gouvernance instauré depuis 2016 puisse continuer et s'enraciner davantage pour la prochaine mandature présidentielle par le choix d'un candidat qui s'inscrira dans la continuité. Lutter pour le maintien et la consolidation des réformes en général et celle du système partisan en particulier pour espérer consolider la cohésion sociale par la construction de grands ensembles au sein desquels une jeunesse militante est formée et trouve entièrement sa place. Pour l'honorable Orden Aladati, représentant du parti, c'est une initiative à perpétuer. Ils disent que eux, quand ils ont fait le point, il faut qu'on s'inscrive dans cette continuité. Et ils attendent dans la discipline leur parti politique. Et c'est ce que j'ai trouvé de fort. Ils n'ont pas appelé un seul nom. Ils disent que les actions sont bien. Le parti va se réunir et va voir la personne la plus capable de nous faire pérenniser ces acquis. Et nous attendons. Voilà. Et je pense que les instances du parti vont se réunir et vont se prononcer sur le candidat qu'ils vont porter aux prochaines élections de 2021. Il profite de cette même occasion pour lancer un appel à la fédération et à la sauvegarde des acquis par les jeunes. Politique toujours, cérémonie de remise officielle de cartes de membres du parti UP aux structures communales de département de l'Atlantique, une initiative de la coordination départementale atlantique de l'Union progressiste. Suivons ici un extrait des propos du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Angelo Arondino. Les cartes seront confiées à ces communes qui, à leur tour, vont descendre sur le terrain avec les comités communaux pour maintenant distribuer les cartes aux derniers militants dans les derniers hameaux. Ceci, c'est pour la consolidation du parti. Sans la carte de membre, vous n'êtes pas effectivement membre du parti. Les cartes seront remises contre une participation de 200 francs, les frais d'adhésion. Et quand vous êtes dans un parti, vous contribuez aux activités, au fonctionnement du parti. Et c'est pour animer la vie politique du parti, de la base jusqu'au sommet. Naturellement, l'Union progressiste commence par installer ces machines à nouveau, les redynamiser pour gagner les élections présidentielles prochaines. Nous sommes un parti. Nous devons avoir notre candidat. Ou à défaut, soutenir un candidat. Mais nous aurons notre candidat. Alors, les prochaines actions, comme je l'ai dit, c'est les descendre dans les rameaux, dans les quartiers, dans les cellules de base, pour animer la vie du parti et se mettre prêt pour les prochains combats, qui sont donc les élections présidentielles. L'œuf constitue un élément important de notre alimentation. Que nous soyons enfants, jeunes ou vieux, quelles sont alors les vertus de l'œuf et comment doit-on le consommer? Suivant les réponses du nutritionniste Serge Patrick Zinvoido. Oui, les œufs, vous savez, les œufs ont beaucoup de vertus parce que nous en avons besoin pour notre croissance, pour maintenir la croissance et pour la croissance infantile. Donc, ce qu'il faut savoir est que les œufs sont des aliments complets, ça fait partie des macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides. Mais les protéines nourrissent les cellules, les tissus, les organes. On en a besoin parce que c'est riche en protéines. Les œufs sont riches, je dis bien les œufs sont très riches en protéines et ça nous apporte la croissance infantile et aussi le maintien de la croissance personnelle. Mais ce qu'il faut retenir est que les œufs contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. C'est la vitamine de la connaissance. C'est la vitamine qui nous permet de mémoriser, de garder, d'être vigilant, d'être intelligent, d'être ruse. Parce que tout ça, c'est la mémoire. Mais si tu ne consommes pas
des œufs bio écologiques, tu auras des problèmes. Tu auras des vitamines peu caloriques. Et c'est pourquoi il faut se diriger vers un nutritionniste ou bien un diététicien qui maîtrise les œufs écologiques, ce que je veux dire. Par exemple, l'œuf de pintade bio. Je suis à Parakou, je suis à la Titengou et j'observe la pintade qui pond des œufs. Je prends ça naturellement et je prépare. Là, je bénéficie des bienfaits des œufs. Nous avons des pondeuses et nous avons des œufs écologiques. Donc, les œufs pondeuses, il faut faire attention à cela. C'est des œufs peu caloriques qui n'apportent pas totalement les formes de protéines dont on a besoin. Si nous consommons les œufs spontanément, nous aurons l'hyperprotéiné. Parce qu'un adulte doit prendre 2 œufs par mois. Je dis bien 2 œufs par mois, un adulte. Mais les enfants de 0 jusqu'à 15-16, ils peuvent consommer 3 œufs par semaine, même 4-5 par semaine. Et là, ça leur apporte la croissance. La commémoration dans le département du Mono de la Journée internationale de la jeune fille 2020 a été ponctuée par la promotion de l'excellence au lycée de jeunes filles de Lokossa. Par la remise de kits scolaires aux meilleurs élèves de ce lycée, le ministre des Affaires sociales, en partenariat avec Plan Bénin et le projet Swede, exhorte les filles de ce lycée à maintenir leur rêve de devenir des femmes leaders de demain. Les détails, c'est avec Jonas Bochi. Inciter les jeunes filles du Mono-Koufo à s'inscrire dans la logique de la culture de l'excellence, c'est l'objectif de cette cérémonie que les premiers intervenants ont tenu à souligner. Je ne doute point que les jeunes filles de notre lycée cernent le message de culture de l'excellence que le gouvernement du président Talon leur adresse à travers cette cérémonie de remise de dons aux plus méritantes d'entre elles. Former les jeunes filles mères de demain et récompenser les plus méritantes encourage leurs pères à en faire autant, voire mieux, que celles que nous célébrons aujourd'hui. Pour l'honorable Dakwe Sossou, il faut autant reconnaître les performances scolaires de ces filles que leurs difficiles conditions d'études. Des filles qui sont reconnues très travailleuses, très performantes, excellentes même, mais des filles qui apprennent, qui étudient dans un cadre qui n'est pas dédié du tout à cet enseignement. En attendant l'amélioration de ces conditions d'études, Nestor Ouadani et le ministre des Affaires sociales exhortent les filles à maintenir le cap. Chers récipiendaires, chères filles, je vous invite à maintenir votre détermination, à poursuivre le plus loin possible vos études. Ne mettez pas de limites à vos rêves et sachez que vous êtes non seulement la fierté de vos parents, de votre communauté, mais aussi de la nation tout entière. Les résultats des examens nationaux depuis quelques années nous montrent que dans le Mono, nous avons des potentialités intellectuelles. Et mon rêve, justement, c'est que dans le Bénin entier, on dise le lycée des jeunes filles du Mono est une référence. À entendre le porte-parole des filles, ces exhortations ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Nous vous réitérons encore une fois la ferme conviction de relever le défi de figurer parmi l'élite béninoise. Vive l'excellence en milieu scolaire, vive les femmes leaders de demain, vive le Bénin. Je vous remercie. Actualité en dehors du Bénin, Emmanuel Macron est critiqué depuis plusieurs jours pour ses propos sur les caricatures du prophète Mohamed. Du Maghreb au Moyen-Orient, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer l'attitude du chef de l'État. Des manifestations se multiplient et peuvent faire du mal aux entreprises françaises. Sentiment anti-français qui gagne du terrain dans le monde musulman. Depuis quelques semaines, les manifestations se multiplient comme ici à Gaza, où des portraits d'Emmanuel Macron sont brûlés et piétinés. Pour ce responsable du Hamas, les associations de défense des droits de l'homme doivent prendre position. À travers cette manifestation, nous dénonçons l'insulte faite au prophète Mahomet et exigeons que toutes les organisations humanitaires de défense des droits humains et internationales aient une position claire envers le président français et contre ses abus et attaques contre la religion musulmane et les sentiments de la communauté musulmane.
Manifestation aussi en Israël, devant l'ambassade de France à Tel Aviv. À l'origine de ces tensions grandissantes, 2 déclarations d'Emmanuel Macron. La première, lors d'un discours sur le séparatisme début octobre, et la seconde, pendant l'hommage national à Samuel Paty mercredi dernier. Nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Conséquence de cette montée des tensions, l'émergence sur les réseaux sociaux du hashtag « boycotter les produits français ». Au Koweït et au Qatar, une 60aine de distributeurs ont déjà banni les produits alimentaires made in France comme les fromages. Un coup dur pour la France, alors que des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis représentent un important débouché pour les exportations agroalimentaires françaises. En Europe, face au rebond de l'épidémie de la Covid-19, plusieurs pays s'organisent et renforcent leurs mesures restrictives. C'est le cas de l'Italie, mais aussi de l'Espagne, où le gouvernement a décrété un nouvel état d'alerte et un couvre-feu sur l'ensemble du territoire, à l'exception des îles Canaries. Suivons ici les précisions. L'Europe durement touchée par la seconde vague de Covid-19. Ce dimanche, l'Espagne a pris de nouvelles mesures pour endiguer la crise. L'état d'urgence sanitaire y est prolongé jusqu'au début du mois de mai. Tout le pays est soumis à un couvre-feu nocturne de 23h à 6h du matin, à l'exception des îles Canaries. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a détaillé les règles sanitaires qui sont entrées en vigueur. Je suis ici pour vous informer que le gouvernement, réuni en cabinet extraordinaire, vient de déclarer l'état d'urgence dans tout le pays qui entrera en vigueur cet après-midi. La liberté de circulation des personnes est interdite de 23h à 6h du matin dans tout le pays. Il ne sera possible de circuler dans ce fuseau horaire que pour les raisons justifiées établies dans le règlement, par exemple pour acquérir des médicaments, pour remplir des obligations professionnelles ou de travail, pour rentrer chez soi ou pour s'occuper d'adultes ou de mineurs. En Italie, le président du Conseil, Antonio Conte, a également annoncé de nouvelles mesures restrictives. Fermeture des théâtres et des cinémas et obligation pour les bars et les restaurants de baisser le rideau dès 18h. Bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti chiuderanno alle ore 18. Les bars, glaciers, boulangeries, restaurants fermeront à 18h tous les jours, même les jours fériés et les week-ends. Après 18h, ils seront autorisés à livrer ou à faire à manger à emporter. Les restaurants ne pourront accepter que des tables de 4 personnes, sauf s'il s'agit d'une famille plus nombreuse. Il est interdit de consommer de la nourriture ou des boissons sur les places ou dans les rues publiques après 18h. Les célébrations ne sont plus autorisées. Jusqu'à présent, elles avaient une limite de 30 personnes. Les conférences, conventions et autres événements seront uniquement autorisés à distance. Toutes les foires, même internationales, sont suspendues. Une annonce qui intervient après des échauffourées à Rome. Dans la nuit de samedi à dimanche, des militants nationalistes se sont rassemblés pour manifester contre le couvre-feu instauré dans la région de la capitale. Après des heurts avec les forces de l'ordre, plusieurs personnes ont été interpellées et des policiers ont été blessés. À Berlin, une manifestation pacifique était organisée ce dimanche contre les restrictions du gouvernement. Parmi les motifs de mécontentement, le quasi-confinement imposé dans un canton situé en Bavière, ou encore le port du masque obligatoire dans certains quartiers de la capitale. Le maire de Berlin ne semble exclure aucune option. Je dois avouer qu'un reconfinement n'est plus exclu. Nous n'avons plus beaucoup de marge et d'options. Des règles du même type également contestées au Royaume-Uni. Dans le centre de Londres ce dimanche, des manifestants ont protesté contre la fermeture des bars dans certaines régions. Parfois sans masque, ils se sont heurtés aux forces de l'ordre déployées pour les contenir.
De son côté, la Bulgarie n'échappe pas non plus à la seconde vague épidémique. Son Premier ministre a été testé positif au Covid-19, alors que le nombre de contaminations flambe dans le pays. Face à la recrudescence des cas, l'Europe se prépare à une fin d'année très délicate. Je l'annonçais en début d'édition, au Chili, le oui à une nouvelle constitution l'emporte largement un an après un soulèvement populaire massif contre les inégalités sociales. Plus de 78% des électeurs chiliens ont dit oui à l'abandon de la constitution actuelle héritée de la dictature de Pinochet. Le oui de la victoire pour ces Chiliens. Des dizaines de milliers de citoyens se sont rassemblés pour célébrer un scrutin jugé historique. Ce référendum était attendu. C'était l'une de leurs revendications depuis que le soulèvement populaire a commencé il y a un an. Un mouvement de protestation provoqué par les inégalités sociales dans le pays. La vérité est que tous les Chiliens ont de grandes aspirations. Nous attendons beaucoup de ce changement, mais le plus important, c'est la dignité. Et je pense que nous avons obtenu la dignité que nous recherchions tant. C'est le fondement de tout, et nous continuerons à aller de l'avant. Nous continuerons à lutter pour ça, toujours. De son côté, le président chilien a lancé un appel à l'unité. Pour Sebastián Piñera, la réforme de la Constitution est l'occasion de travailler main dans la main sur ce nouveau texte. Ce référendum n'est pas la fin, c'est le début d'un chemin que nous devons tous parcourir ensemble pour nous mettre d'accord sur une nouvelle constitution pour le Chili. Jusque-là, la constitution nous a divisés. À partir d'aujourd'hui, nous devons tous collaborer pour que la nouvelle constitution soit un cadre d'unité, de stabilité et d'avenir. À côté du changement de constitution, les Chiliens devaient également choisir quelle institution rédigerait le nouveau texte. La majorité a voté pour une convention constituante formée uniquement par des citoyens. La nouvelle constitution sera soumise à référendum en 2022. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À demain.